Les mots sont un vecteur vers l'autre. Et sans ça, on ne pourrait pas vivre. Pour moi, la vie ne peut pas ne pas se doubler d'écriture. J'ai retrouvé l'écriture. Alors, elle balbutie encore, mais elle revient. Ma mère un jour m'a expliqué en me regardant, nous on est trop intelligents et trop lucides pour écrire. Donc évidemment. L'an dernier, quelque chose qui s'est imposé à moi, il fallait que j'écrive voilà, un peu mon histoire et pourquoi j'étais devenu l'homme que je suis aujourd'hui. Dans ma pratique de l'écriture, je suis un peu comme une éponge. Je vis des choses, j'absorbe et de temps en temps j'ai besoin d'essorer. Je crois que j'avais envie d'écrire depuis longtemps et que je m'en étais pas rendu compte. Et un jour, il y a eu un moment dans la vie où ça a été une évidence. J'ai cherché sur Internet, je suis tombée sur le site de Virginie Loux. Ça élargit mes mondes et ça me fait sortir de mon petit sentier et parcourir d'autres chemins. Dans cette grande maison en bois et en paille, on pense, on rêve, on rit, parfois on pleure. On boit un peu trop. On mange en partie sur le jardin que Virginie entretient amoureusement. On mange aussi sur son poulailler. Et on écrit. On est là pour écrire. On écrit pendant toute une semaine hors du temps, loin des tracasseries du quotidien. Écrire est un jeu, mais un jeu sérieux, comme le jeu des enfants. Cette semaine, c'est un atelier à thème. Virginie invite à écrire sur les mythes qui fondent au quotidien, secrètement, sournoisement, notre perception du monde et de la vie. Alors on a une fausse idée des mythes parce qu'on nous les a présentés comme des sortes de légendes. On a eu les contes et légendes, les mythes grecs, Hercule et ses 12 travaux, etc. Et donc ça nous est arrivé à nous comme des histoires constituées de toutes pièces, avec un début, un milieu et une fin. Alors que c'est pas du tout ça le mythe. Le mythe, c'est quelque chose de beaucoup plus diffus. C'est un ensemble de significations qui s'agrègent et qui sont diluées dans l'air du temps. On ne peut pas raconter le mythe au moment où il se fait dans le présent. J'essaye de voir en quoi ils sont des grandes représentations collectives, oui, rappelant donc par là même ce qu'était le mythe autrefois, oui, et en quoi, malgré tout, ces représentations collectives sont bien de notre temps, sont produites par notre société et par notre histoire. Mythe quasiment constitutif de l'espèce humaine qui est la nature. 2 fois par jour, Virginie fait ce qu'elle appelle des ouvertures. Ce sont des lectures de textes et des propositions destinées à lancer l'écriture de chacun. Une image là de la nature qui nous a été transmise, elle n'a pas toujours été là. D'ailleurs, au XVIIe siècle, les animaux étaient des machines, les femmes aussi, je vous rassure. Les végétaux aussi étaient assimilés à des petites machines, tout était mécanique. C'est une tentation profonde dans la littérature, et depuis toujours. La littérature est habitée par l'ailleurs. Vous vous souvenez de Baudelaire ? Mon enfant, ma sœur, songe à la douceur d'aller là-bas, vivre ensemble, etc. Là, tous les corps et beauté, luxe, calme et volupté. Voilà. Donc je voulais vous pousser vers l'ailleurs ce matin. Ailleurs que dans votre cocon, ailleurs que dans votre confort, ailleurs que là où vous êtes bien et en réassurance. Qu'est-ce qui a fait l'ailleurs chez vous? De quoi est constitué l'ailleurs? Quel est votre mythe de l'ailleurs? Elle-même porteuse d'une certaine culture du ménage, héritée et transmise de génération en génération, façonnée par une manière de vivre, d'habiter l'espace qui varie en fonction de la géographie,
de l'histoire et qui a été modifiée chez nous en Occident par l'arrivée de la science médicale en particulier, de l'hygiène, la lutte contre le virus, la désinfection permanente des surfaces de travail. Les propositions sont longues parce que je me dis que ça remue des mots, ça remue les mots dans les corps de chacun, et c'est ce remuement des mots qui va les entraîner dans la direction qui est la leur. Et si je dis proposition, c'est que je suis convaincue que je peux dire n'importe quoi, je pourrais dire Prout, ils iraient dans leur direction. Mais ils ne vont pas forcément aller dans leur direction parce qu'ils ont été déformés par l'institution scolaire, et la scolarité les a obligés à être dans le sujet, si bien qu'ils vont avoir peur de ne pas être dans le sujet et ils vont être à côté d'eux-mêmes. Donc j'insiste beaucoup sur cette idée de proposition, en leur disant c'est pas un sujet, le sujet c'est vous, il n'y a pas de sujet, il y a une proposition, et quand j'ai les petits, je leur dis vous m'écoutez d'une oreille, et l'autre vous la retournez à l'intérieur pour écouter ce que ça fait dans la tête. Des choses que donne Virginie en début de séance, et je me dis là ça va pas être possible, je sens que ça va pas être possible, et en fait c'est toujours possible. Il y a chez Virginie une exigence qui n'est jamais démentie. Ça permet aussi de placer la barre un peu plus haut qu'on se la placerait à soi-même. Donc ça permet d'avancer. Il est vraiment beau ce con. Me voilà en contemplation devant le genre. Il s'agit d'un mâle d'espèce gallinacée. Eh bien voilà, j'y suis. Mon rapport à la nature est contenu dans cette phrase, mélange de béatitude face à une telle beauté qu'on la croirait un nom de Dieu, et précision scientifique, car la science, quoi qu'on en dise, oblige à l'observation et à l'imagination, et j'aime ça. La seule lumière dans ce putain de monde, c'est celle qui m'éclaire quand je te regarde. Le plus beau des films, c'est quand tu dors, tu joues, tu pleures, t'éclates de rire. La seule aventure, c'est toi. Le seul Dieu, si ça existe, c'est une déesse, ta maman. Parce que grâce à elle, on t'a fait. Et puis parce qu'elle est belle, qu'elle sera toujours. Bien sûr, tout ça finit par partir en couille. À cause de la fatigue surtout. On fatigue avec le temps. Et d'un coup, mise au point brutale, elle la voit. Non, pas la phrase, mais la souris. La souris morte, là, toute grise dans les poils du tapis aubergine. Le chat, assoupi au creux du divan, cligne par instant ses yeux d'assassin. Le chemin de brindilles que le meurtrier a laissé sur le parquet lorsqu'il a traîné la dépouille, et cette trace brune, juste là, c'est du sang. Et les moutons sous le bahut, et les miettes du dîner d'hier sur la table basse, et l'iris fané dans le soliflore, et l'assiette sale dans l'évier, et elle se lève d'un coup. C'est trop, c'est insupportable. Comment écrire dans ce bordel ? Je fus saisi par son jardin merveilleux, bordé de lauriers tricolores, gigantesques, se disputant la vedette avec les bougainvillées en fleurs. À l'autre extrémité se dressaient des espaliers de pêche de vigne, toutes tarabiscotées, aux couleurs mordorées, autour desquelles s'affolaient des abeilles grisées par le sucre. Quelques figuiers ployaient sous leurs fruits lourds, perlés de jus et dégageaient un parfum entêtant. Quelques pins parasols abritaient une nuée de cigales, célébrant à leur façon cette fin d'après-midi brûlante. Pas un bruit pour les détourner de leur chant. Alors c'est carrément une découverte par rapport à l'écriture en solitaire. C'est-à-dire que je suis passé de cette espèce de mythe, puisqu'on parle de mythe, c'est l'actualité, de l'écrivain maudit et génial à tout prix, qui doit se faire publier, génial ou rien du tout, quoi, t'es ou génial ou t'es rien, à tout l'intérêt non seulement d'écrire en groupe, mais pour moi c'est tout aussi important de lire en groupe. Et ce qui se passe, qui s'échange, les énergies qui circulent, pour moi c'est une vraie aventure. Fait que il y a les mots de chacun qui arrivent du coup, puisque c'est pas dans
dans des choses qui vont trop vite pour moi, rentrent parce qu'ils ont aussi leur musique. Ça m'épate souvent le groupe parce que ce que je trouve et en même temps magique et très, très bizarre, c'est cette capacité qu'ont les gens à écrire sur un même sujet de façon extrêmement différente. Ce que n'arrivent pas à comprendre souvent des gens qui écrivent mais qui n'ont jamais assisté à un atelier d'écriture. C'est-à-dire, ils te disent, mais enfin, si tu aimes écrire, il te suffit d'un stylo et d'une plume, pourquoi tu t'y mets pas, quoi ? Or, l'effet de groupe, l'énergie qui circule, les allers-retours, tout ça, ça nourrit. Mais par rapport à ce que je sais de tous ces gens, il manque un tremblement. C'est-à-dire qu'ils ont écrit en bons élèves. Ils ont été gentils, ils ont fait le taf, ils ont obéi à la consigne, on va dire. Or, comme dit Dubuffet, l'art ne couche jamais dans les lits qu'on a préparés pour lui. Et là, on n'est pas dans l'art, on est dans le galop d'essai, on est dans le galop d'entraînement. Et ce que j'avais prévu pour demain, c'était une ouverture demain matin sur aller au cinéma. C'est-à-dire revisiter le mythe qui nous a fait aller au cinéma, comment on est allé au cinéma, parce que le cinéma c'est pas de la nature, c'est de la culture. Et en plus le cinéma est un haut lieu de mythification. Il y a la starisation, il y a les acteurs, il y a les actrices, il y a ce lieu de rêve, etc. Donc c'est un haut lieu du mythe, le cinéma. Mais je me dis que, ok, c'est intéressant dans mon stage mythographie, mais ça ne va pas faire trembler. Or, ce qui compte dans un atelier d'écriture, c'est qu'à un moment, quelque chose bouscule les gens et les oblige à aller dans un endroit où ils seront moins dans le confort, mais plus dans la vérité. Je refais une proposition, je l'avais pas du tout construite, mais je vais la construire cette nuit ou demain matin pour on redémarre sur d'autres bases. Quand tu es à corps perdu dans ton texte, pas fait exprès, mais c'était sans quand tu es tellement dedans que tu oublies ton propre corps, que quand tu arrêtes d'écrire, tu as mal aux mâchoires, tu as mal à la main, tu as mal au ventre. Je me suis fait vomir, moi, en écrivant ma foi. Tu es dans un état, tu transpires, tu es dans un état de transe. Là, tu sais que tu as touché un truc. Les phrases. Et tu prends le langage par-dessous et tu le subvertis. C'est la subversion du langage et c'est une subversion politique aussi. Cassandre est noire de cheveux, mate de peau, sèche, comme désincarnée par sa solitude choisie. Son esprit caustique, vif, sa lucidité sans égale, sa parole tranchante et l'immense pitié qui l'habite lui font un corps réduit à l'essentiel, long, mince, comme brûlé de l'intérieur. À une certaine époque, m'écoutant souffrir, et sachant tout de ma souffrance, en connaissant les étapes et leurs rythmes, elle souriait avec tendresse et me disait « Tu verras, bientôt, dans quelques jours, dans quelques mois, au bout de cette année peut-être, celui qui t'a blessé sera comme une poussière dans l'univers. Il prendra sa place en marge de ta vie, sa place de satellite dont la trajectoire inexorablement s'écarte de la tienne. » Je ne voulais pas la croire. Je voulais brûler et brûler encore. Les cheveux, elle ne les a pas lavés pendant des semaines parce qu'ils lui restaient dans la main. Et maintenant, comment laver ça, ce crâne? Comment laver un crâne? Elle ne peut pas. Elle ne peut pas faire la toilette de sa mort et ne laisserait personne la faire. La mort, c'est la pire indécence. C'est ce qu'elle se dit
enroulée totalement maintenant dans un immense drap de bain blanc, dans lequel elle va entrer dans le lit et fermer les yeux et tenter de dormir. Bientôt, elle le sait, quand elle se réveillera, la puanteur sera revenue. Tous ces pauvres petits porcs, tentant de faire sortir d'elle autant que possible les produits chimiques qu'on lui a inoculés hier encore, 4 heures durant, comme une mort lentement instillée. Mon café était froid, mais ma tête était chaude, de plus en plus chaude, car l'envie d'embrasser ta bouche pulpeuse et invitante me prit d'un coup. Mordre, saisir, caresser, effleurer, introduire, mordiller, visiter, décider de se retirer pour mieux y replonger. Quelle ânerie que ces élucubrations érotiques! Et pourtant, les picotements bien connus dans le bas de mon corps m'avertissaient qu'un événement était en train de se passer. Besoin de serrer les cuisses, que je repliais l'une sur l'autre dans un mouvement de contention bien heureuse. Dans la longue lignée des paysans pauvres et des gardeuses de vaches, du temps de la famine et de l'inceste, du temps des terres gelées et de la sécheresse, du temps des nouveau-nés étranglés comme les petits chats, des vieillards étouffés sur leurs paillasses, de ce temps-là, je suis issue. Allongés côte à côte sur l'énorme galet au bord de cette rivière en Italie, rassasiés, 2 enfants nus, vulnérables, mais si forts d'être ensemble. C'est devenu notre secret. Ni toi ni moi ne savions si ça s'appelait aimer. C'était hors de l'espace, hors des mots, hors du temps. C'était nous. Tous ces amis d'une belle semaine, tous ces talents, tous ces rires, tous ces grincements. Quelle chance j'ai. Merci.